aujourd'hui parler du marché immobilier du Grand Montréal. Et pour les gens dans la salle qui ne seraient pas du Grand Montréal, dites-vous que c'est après les mêmes tendances qu'on observe ailleurs au Québec. Donc, je vous propose un trajet d'environ 20 minutes où on va voir tout d'abord les facteurs qui influencent la demande sur le marché immobilier pour ensuite passer à travers les différents marchés. La revente, rapidement, gros focus sur le marché du neuf et le marché locatif. Tout d'abord, adressons l'éléphant dans la pièce, situation avec les États-Unis, tensions commerciales. On sait que ça a amené beaucoup d'incertitudes dans l'économie, des entreprises qui retardent des décisions d'investissement, des consommateurs qui retardent leurs décisions d'achat. Et pour ces raisons-là, on anticipe un ralentissement économique pour l'année 2025. Par contre, le scénario avec lequel on travaille, c'est que des tarifs, il y en a qui vont rester et ça va être la nouvelle réalité. Et les consommateurs, les entreprises vont commencer à reprendre des décisions dans ce nouvel environnement-là, ce qui va amener une reprise graduelle de l'économie en 2026. C'est sûr qu'il y a un risque quand même avec la mise à jour du traité de libre-échange. Par contre, on anticipe quand même une croissance pour 2026. Côté des taux d'intérêt, vous savez, une baisse de 25 points de base en septembre. Et lorsqu'on regarde la part des prévisionnistes au pays, la part d'entre eux s'attendent qu'il y ait une autre baisse de 25 points de base d'ici la fin de l'année. Donc, on sera à 2,25 %, taux qui demeurait effectif jusqu'à la fin de 2026, donc un contexte de taux d'intérêt plus faible. Si on regarde maintenant les taux obligataires 5 ans, qui vont déterminer les taux fixes pour l'achat, le taux pour le financement multirésidentiel, on n'anticipe pas de baisse de ce côté-là, mais ça va être une stabilité par rapport au niveau actuel et aussi peut-être une légère remontée d'ici 2026, mais quand même, les taux sont plus faibles maintenant qu'ils l'auront été il y a quelques trimestres seulement. Côté démographie, ça, on en parle beaucoup. Il y a quelques années, des croissances records de la population au Canada ou au Québec. Quelques chiffres. Je vous ramène ici en 2015. Vous prenez tous les gens qui arrivent de l'étranger, de d'autres provinces qui viennent au Québec, et enlevez les gens qui quittent le Québec pour aller vivre ailleurs. On avait un gain net de 30 000 personnes à l'époque. Et par la suite, ça a explosé, jusqu'à 100 000 personnes environ, beaucoup à cause des résidents non permanents, étudiants internationaux, travailleurs temporaires avec la pénurie de main-d'œuvre et demandeurs d'asile. Par contre, en 2020, il est arrivé un petit quelque chose qui s'appelle la pandémie, fermeture des frontières. Mais la réouverture des frontières, ça a réexplosé. 165 000 personnes, encore une fois, des résidents non permanents. Et on a commencé à parler de plus en plus à l'époque de la pression sur les services publics, la pression sur le logement. Et on a vu en fin 2024, ça a commencé à baisser les chiffres. Et si on regarde pour l'année 2024 au total, une baisse d'environ 20 %. Et l'année 2025 s'annonce guère mieux. Janvier-juin, on a seulement un gain de 18 000 personnes, alors qu'à pareille date l'an passé, on avait 90 000 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des régions comme le Grand Montréal, dont la croissance de la population dépend exclusivement ou essentiellement de la migration internationale, on se dirige vers une croissance de population anémique, même une stagnation de la population. En résumé, pour l'environnement dans lequel on est, côté plus négatif de l'incertitude, l'économie n'est pas à son plein potentiel. Côté un peu plus positif, les taux d'intérêt sont plus faibles. Et dans le positif négatif, mais peut-être plus négatif, la croissance de la population qui va stagner. Donc, ça va venir affaiblir la demande sur le marché, principalement peut-être plus sur l'île de Montréal ou la banlieue. Il y a plus d'immigrants qui viennent sur l'île de Montréal qu'en banlieue. On va regarder maintenant comment cet environnement-là va façonner le marché immobilier. Revente. Je passe quand même rapidement sur la revente, juste pour vous dire qu'en début d'année, avant la nouvelle administration américaine, on avait un rythme de vente de centristes dans le Grand Montréal. On se dirigeait vers une année, peut-être un 15 % d'augmentation des ventes. Et après ça, l'incertitude est arrivée avec la nouvelle administration et maintenant, on se dirige plus vers une augmentation de 7 à 8 % des ventes. Donc, l'incertitude est venue vraiment mettre des projets sur pause pour plusieurs consommateurs. Si on regarde le marché du condo seulement, la demande est en hausse cette année, l'offre est limitée. Et si on regarde les conditions de marché dans le Grand Montréal, et de haut en bas, vous avez Rive-Nord, Laval, Île-de-Montréal, Rive-Sud, et en gauche, à bas, c'est Vaudreuil-Soulanges. C'est simple, c'est des marchés qui favorisent les vendeurs pratiquement partout dans le Grand Montréal. L'offre est limitée et la demande a repris. Vous voyez un petit village gaulois qui résiste au centre. Qui est-il? C'est surtout le secteur de Ville-Marie, qui a vraiment une offre très abondante présentement de condos sur le marché. Ça va un peu plus mal au centre-ville de Montréal. Et dites-vous que de tous les condos qui sont à vendre dans le Grand Montréal en ce moment sur Centris, 1 sur 4 se retrouve à Ville-Marie. Donc, ça explique les conditions de marché favorables aux acheteurs dans ce cas-là. En termes de prix, maintenant, si on regarde conditions de marché qui favorisent les vendeurs, les hausses de prix sont substantielles. En banlieue et sur l'île, vous avez des hausses de prix. L'île, c'est un peu plus faible parce que probablement Ville-Marie tire le chiffre un peu vers le bas. On parle beaucoup de Montréal,
Mais à Toronto, Vancouver, le marché du condo, ça va un peu moins bien. La demande est moins au rendez-vous, il y a beaucoup d'offres. Les investisseurs ne sont pas là pour acheter des condos, pour les louer, etc. Et dans ces deux villes-là, en ce moment, les prix sont à la baisse. Donc, quand même, lorsqu'on se compare, on se console en termes de copropriété, dans le cas du Grand Montréal. Et Montréal est aussi différent sur la construction que Toronto et Vancouver ont, et on y arrive dans quelques instants. Les mises en chantier. Donc, je ramène ici 2014-2016. L'économie du Grand Montréal va un peu moins bien, la croissance de la population est un peu plus faible, et on fait moins de 20 000 nouveaux logements par année dans le Grand Montréal. Par la suite, les choses s'améliorent. On trouve à peu près 25 000 nouveaux logements avant la pandémie. Pendant la pandémie, ça va exploser, presque même plus de 30 000 pendant une année. La demande est au rendez-vous. Aussi, les conditions de financement pour le développement sont très bonnes. Les taux d'intérêt, les taux d'emprunt sont très, très faibles pour les développeurs. Par contre, ça cache quand même une réalité que ce n'est pas un beau ciel bleu pour les développeurs au Québec et à Montréal. Il y a des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Les coûts de construction vont augmenter fortement. Et ça, on a des données de Statistique Canada. Un indice de coût de construction qui, grosso modo, inclut salaire, matériaux, équipements, profit et l'overhead, les frais indirects. Et pendant la pandémie, augmentation de 20 des coûts de construction sur une période de 2 ans, 10 par année. Et la question qu'on peut se poser, c'est, mais avant la pandémie, combien de temps ça avait pris pour aussi avoir une augmentation des coûts de 20 Il y en a qui veulent se risquer dans la salle? Une année en particulier? Je vais aller avec toi. Et on était à 2009. Ça a pris plus de 10 ans pour avoir une augmentation des prix de 10 de 20 dans le Grand Montréal. Donc vraiment, la hausse a été fulgurante durant la pandémie. Et quand les taux d'intérêt ont commencé à augmenter au printemps 2022, pris avec des coûts de construction aussi élevés, mais là, ça fait dérailler plusieurs projets résidentiels dans le Grand Montréal et les mises en chantier ont chuté, ont atteint le fond du baril en 2023 et 2024. Par contre, étonnamment, Toronto-Vancouver ont eu des très, très bonnes années, en 2023 surtout, de construction, surtout de la construction de condos. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça ne va pas bien à Montréal et ça va mieux à Toronto-Vancouver? Qu'est-ce qui s'est passé à Toronto-Vancouver? C'est que pendant la pandémie, plusieurs condos ont été achetés sur plan, dans des grandes tours à condos. Et le temps que les développeurs aient tous les permis d'approbation pour partir le projet, ça a pris un certain délai. Donc, les condos achetés durant la pandémie ont été mis en chantier en 2023-2024 et ça a donné des gros volumes là-bas. Au Québec, on fait du locatif, je reviendrai. Donc, on n'a pas eu cet effet-là de mise en chantier. Par contre, maintenant, dans un contexte où les taux baissent, on roule présentement dans le Grand Montréal pour terminer l'année avec 25 000 mises en chantier, qui nous ramène grosso modo au niveau pré-pandémique, alors qu'à Toronto, Vancouver, les volumes de mise en chantier cette année sont très, très faibles. La réalité a fini par les rattraper. Donc, qu'est-ce qu'on construit à Montréal? On ne construit pratiquement pas de maison dans le Grand Montréal. Du condo, on en construisait il y a 10-15 ans, à peu près 10 000 par année, mais il y a eu un ralentissement de la demande et les développeurs dans le condo se sont trouvés pris avec du condo neuf construit mais vendu, un gros stock. Et on a vu les développeurs à cette époque-là se dire c'est peut-être le temps de ralentir la nouvelle phase, des nouveaux projets, le temps d'écouler l'inventaire. Il y a eu moins de projets, moins de mise en chantier de condos et par la suite, on peut voir c'est un long déclin pour la construction et même l'an passé, 2024, plus faible niveau depuis les années 90. 2025, est-ce que c'est mieux? La réponse, regardez les chiffres, c'est non. Très, très peu de volume depuis le début de l'année. Et si on regarde pour la prochaine année, vous avez la firme Altus qui suit tous les projets de condos de 20 unités plus dans le Grand Montréal. Et présentement, dans le Grand Montréal, il y a moins de 2000 condos en pré-vente et moins du quart sont vendus sur plan. Donc, ça n'annonce pas encore une fois du gros volume en termes de construction de condos. Ce qui amène la question, ça va être quand le retour de la construction de condos neufs dans le Grand Montréal? Dans le cas des signaux positifs, vous avez les hypothèques 30 ans qui sont de retour pour les achats de logements neufs, ça peut aider. Les taux d'intérêt sont plus faibles. Mais le grand signal négatif, c'est que les coûts de construction ont tellement augmenté durant la pandémie. Amener un condo neuf sur le marché, son prix va être beaucoup plus élevé que le prix d'un condo qui a été construit avant la pandémie, il y a 5, 6, 7, 8 ans. Donc, le prix du neuf ne peut pas compétitionner le prix d'un condo qu'on retrouve sur Centris. Par contre, l'écart pourrait être modifié à travers les prochains mois, prochaines années. On a vu que les prix sur la revente augmentent. Ça peut aider à combler l'écart. Il y a aussi la nouvelle loi 16 qui va faire en sorte que les fonds de prévoyance des condos doivent être mieux capitalisés. C'est possible, les condos plus âgés ont des fonds de prévoyance pas assez capitalisés, donc ça va coûter cher acheter un condo âgé en tenant compte de la loi.
Et aussi, potentiellement, le remboursement de la TPS sur l'achat d'un logement neuf, qui pourrait venir aussi combler un peu l'écart. Ça va être à suivre pour voir si ça peut aider le retour du condo neuf. Mais sans se compter d'histoire, avoir du 10 000 condos par année dans le Grand Montréal, on est loin de là. Pour avoir 10 000 condos dans le Grand Montréal, ça prend des grosses tours à condos construites au centre-ville de Montréal. Et en début d'année, on a fait une petite analyse. On est allé voir les tours à condos livrés depuis 3 ans au centre-ville de Montréal à Griffintown. Donc, il y a des gens qui ont acheté des condos dans ces tours-là. Et il y a maintenant des gens qui essaient de louer les condos qu'ils ont achetés. On est allé voir le loyer qu'ils aimeraient avoir à la location. Et aussi, on est allé voir comment ils avaient payé, puis on a fait des petits calculs, voir ce serait quoi leur paiement hypothécaire, le paiement des taxes, des assurances. Et on a trouvé que la grande majorité des gens, avec le loyer qu'ils aimeraient avoir, auraient un cash flow négatif. Le loyer ne couvre pas les dépenses reliées à l'acquisition du condo. Mais ça, on l'a déjà vu par le passé. Il y a des gens qui achètent des condos sur plan. Ça prend 2-3 ans à être livré. Et pendant ce temps-là, les prix augmentent dans le marché. Et donc, même s'ils louent à court terme à perte, quand ils revendent le condo, ils vont se faire un profit parce que les prix vont avoir augmenté. Ce qui a amené notre deuxième question, c'est que les gens qui ont acheté un condo dans ces tours-là et maintenant qui veulent le vendre, on a comparé le prix qu'ils aimeraient avoir par rapport au prix qu'ils avaient payé à l'origine. Et on a trouvé que dans 25 % des cas, l'acheteur aurait une perte. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour l'investisseur. Mais mettez-vous dans les souliers du développeur qui, lui, a encore des condos à vendre dans sa tour, invendus, et pendant ce temps-là, il y a des gens dans l'immeuble qui vendent le même condo à perte. Ça n'incite pas nécessairement à faire du condo présentement, et ça explique pourquoi on n'anticipe pas un gros retour du condo à court et moyen terme dans le Grand Montréal. Et la situation qu'on a ici avec les investisseurs de Montréal, on l'a aussi vu à Toronto, mais dans une plus grande ampleur. À Toronto, durant la pandémie, plusieurs condos ont été achetés. Des gens ont par la suite essayé de revendre ces condos-là, mais comme les taux d'intérêt ont augmenté, les investisseurs ont déserté. Donc, vous avez plein de petits investisseurs qui avaient des condos à vendre, qui ont été pris avec, et tout le monde a eu la même idée, on va les mettre en location. Et en 2024, on a une augmentation de 25 000 condos offerts en location à Toronto, le double, le triple d'une année normale. Et lorsque vous voyez dans les nouvelles que les loyers baissent à Toronto, dites-vous que vous avez plein de petits investisseurs pris avec un condo qui se montrent très flexibles dans le loyer parce qu'ils veulent avoir une rentrée d'argent, payer les coûts d'acquisition de la copropriété. Donc, on ne construit pas de maison, on ne construit pas de condo. Qu'est-ce qu'on construit? On construit du locatif. Quand on faisait beaucoup de condos, 10 000 par année, on faisait moins de 2 000 appartements locatifs, donc on en faisait très peu. Et quand le condo a ralenti, on a vu les développeurs multi se dire « mais les taux d'occupation sont faibles, les conditions de financement sont bonnes, allons voir un peu plus du côté locatif ». Le locatif a pris son envol et par la suite, vous allez voir, ça n'a jamais arrêté. Donc, beaucoup de volume, année après année. De 2019 à 2024, on parle de plus de 80 000 appartements locatifs mis en chantier. Et si on regarde depuis le début de l'année, vous pouvez voir, c'est quand même très fort. On est déjà presque à 15 000 de janvier à août. Donc, beaucoup de volume. Et qu'est-ce qu'on anticipe pour la fin de l'année et l'année prochaine? C'est le locatif va rester le moteur de la construction résidentielle. Ça, c'est certain. Vous parlez des développeurs, vous parlez des municipalités. Tout ce que dans le pipeline présentement, c'est de l'appartement locatif. Le seul petit risque au niveau du locatif, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui ont été livrés récemment. Des fois, il y a des projets qui sont livrés dans le même secteur, et là, il y a une guerre d'incitatifs de promotion, 1 mois gratuit, 2 mois gratuits, stationnement, etc. Et il y a des développeurs qui nous disent qu'il y a certains secteurs dans le Grand Montréal qui ont peut-être beaucoup d'offres et qui vont mettre leur projet sur pause le temps que ça s'écoule, et ils vont revenir dans quelques années. Donc, encore une fois, peut-être un petit risque en termes de volume de ce côté-là. Par contre, on est rendu quand même, on roule à 25 000 nouveaux logements par année. C'est une bonne nouvelle pour le Grand Montréal. Plus de logements, on sait qu'on en manque. Ça a amené beaucoup de réflexions sur comment créer plus de logements rapidement. Il y a eu plusieurs changements au niveau législatif. Si j'en ai quelques-uns, vous avez la loi d'aménagement d'urbanisme qui avait été introduite par le gouvernement du Québec, qui a introduit par exemple le concept de bonus zoning, qui permet de faire plus de densité sur un terrain en échange d'une contribution financière à la ville ou de mettre du logement abordable dans son immeuble. Vous avez aussi plusieurs densités qui sont revues à la hausse à travers différents plans d'urbanisme. Vous avez le PUM, le plan d'urbanisme mobilité de la Ville de Montréal. Vous avez le PMAD, le plan d'aménagement de développement de la communauté métropolitaine de Montréal, qui est présentement sous révision, mais qui aussi veulent augmenter les seuils de densité un peu partout dans le Grand Montréal. Et un des outils qui a été très, je pense, utilisé, de plus en plus utile, mais très publicisé plutôt, c'était ce qu'on appelait les super-pouvoirs donnés aux municipalités, qui permettaient aux villes, sous certaines conditions, d'accepter des projets qui, normalement, ne cadrent pas avec leur réglementation actuelle.
Donc, plusieurs outils pour faire plus de logements, créer du logement, mais il y a quand même aussi beaucoup de défis à créer du nouveau logement. Un des défis, c'est les coûts encore. Donc, la guerre tarifaire, coûts de construction. J'ai parlé à certains développeurs qui me disent « Oui, j'ai réussi à trouver des fournisseurs canadiens, par exemple, pour de la brique. J'ai trouvé des fenêtres faites en Chine au lieu des États-Unis. Certaines composantes, malheureusement, doivent être achetées encore aux États-Unis. Certains développeurs ont augmenté la partie contingence de leur pro-forma pour tenir compte de ces tarifs-là. Vous avez aussi récemment le renouvellement des conventions collectives avec des hausses de salaire première année assez importantes. Les années subséquentes, ça vient mettre de la pression à la hausse sur les coûts de construction. Et si on retourne à cette diapo de Statistique Canada des coûts de construction, 2024 à 2025, hausse des coûts en une année, ce n'est pas le 10 de pandémie, mais c'est quand même 6 d'augmentation des coûts de construction. Et si on revient à Toronto, où on ne construit pratiquement pas cette année, il y a beaucoup de sous-traitants d'ouvriers qui cherchent du travail là-bas. Hausse des coûts de construction à Toronto depuis un an, 1 Donc, encore une fois, on peut voir que Montréal, beaucoup de pression en termes de coûts pour livrer du logement. Quelque chose d'autre aussi qui vient mettre des coûts sur le logement, de plus en plus de municipalités utilisent ce qu'on appelle les redevances de développement, donc un frais, une taxe à la porte, pour financer les infrastructures, les services municipaux. Mais en bout de ligne, ces frais-là se retrouvent dans le loyer ou dans le coût final de la maison du condo. Donc, ça vient mettre de la pression aussi sur le coût d'acquisition des propriétés. Et pour terminer, dans les défis aussi, vous êtes au courant, des municipalités qui ont des problèmes d'infrastructure, usine d'épuration qui n'est pas assez grande, et des fois, c'est juste l'infrastructure souterraine en dessous d'un terrain qui ne permet pas d'accueillir une densité qu'on aimerait avoir. Donc, ça coûte beaucoup de sous. Donc, qui va payer pour ça? Aussi, la productivité. On parle de préfabrication, nouvelles technologies, le BIM, donc plein de trucs, encore une fois, pour favoriser la création de logements, plein de défis pour le marché de l'habitation. On veut faire plus de logements, on veut faire du logement locatif. Et je vais être honnête ici avec vous, notre enquête 2025 sur le marché locatif, taux d'occupation loyer, est en cours présentement. Les résultats seront publiés en décembre. Donc, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a eu dans les dernières années et je vais vous dire ce qu'on entrevoit pour cette année et l'an prochain. Donc, demande locative très forte dans les dernières années, croissance record de la population. Aussi, les jeunes ménages qui sont plus locataires qu'avant avec l'explosion des prix. Ce qui a fait en sorte qu'il y avait beaucoup de demandes, mais lorsque la croissance de la population commençait à ralentir, il y a eu tellement d'offres sur le marché que l'offre était trop importante par rapport à la demande et on a vu les taux d'occupation augmenter. 2 Ce n'est pas énorme, mais ça a augmenté. Mais vraiment deux marchés dans le 2 ici. Lorsqu'on regarde les loyers en haut de 2 000 beaucoup de logements neufs là-dedans, les taux d'occupation sont souvent de 5-6 Donc, c'est plus cher, ce n'est pas pour tout le monde. Et si on tombe dans les loyers en bas de 1 500 1 200 mais là, souvent, les taux d'occupation sont 1 au moins, parce qu'encore une fois, beaucoup de pression pour les logements dits plus abordables. Plus de logements disponibles, ça amène un ralentissement de la croissance des loyers. Ça reste quand même élevé à 6 mais ce n'est pas le record de 8 qu'on a vu en 2023. Et ici, je vais sortir de notre enquête locative un instant parce que la CHL a traité beaucoup de projets locatifs à travers ces systèmes avec l'APH Select, par exemple. J'ai un collègue évaluateur qui a fait un tableau de bord ici avec tous les projets qu'on a approuvés depuis 2024 dans le Grand Montréal, avec superficie médiane et loyer médian, où on exclut les services. Et on peut voir rapidement là, que même en banlieue, un 4,5 maintenant, c'est facilement 2200 2400 $. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour toutes les bourses et ça explique pourquoi il y a un peu plus de disponibilité. Savoir maintenant du côté du marché locatif neuf, qu'est-ce qu'on entrevoit pour 2025? Bon, on a certaines bases qui semblent indiquer qu'il y a un ralentissement dans la croissance des loyers en ce moment, autant des logements occupés que ceux qui sont sur le web affichés. Donc, il y a une détente du marché. Et aussi, si vous parlez des développeurs, vous avez plusieurs exemples à l'écran qui semblent indiquer que le marché est en train de ralentir, que l'absorption se fait un peu moins rapidement qu'avant. Pour ces raisons-là, on anticipe quoi pour 2025-2026? Bien, dites-vous qu'en ce moment, dans le Grand Montréal, il y a des milliers d'unités locatives qui sont en construction, dans un contexte, je le rappelle, où la croissance de la population va être beaucoup plus faible qu'avant. Donc, beaucoup d'offres, une demande affaiblie, sans surprise, on anticipe une hausse du taux d'occupation et un ralentissement de la croissance des loyers. Sur ce, ça termine notre petit trajet de 20 minutes dans le Grand Montréal. On est chanceux, peu de grève, on s'est rendu à un morceau. Mais grosso modo, vous voyez qu'il y a encore plein de défis dans le marché de l'habitation du Grand Montréal en termes d'abordabilité, en termes de livrer du logement à coût raisonnable et rapidement. Des défis qui, j'en suis sûr, vont rester à l'avant-plan pour 2026. Donc, sur ce, merci beaucoup de l'invitation et bonne fin de conférence.